Bienvenue à tout le monde. Au 149e webinaire de Disquitus, toujours appuyé avec l'appui de l'Assemblée de la francophonie. Mon nom est Mélanie. Merci d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'un sujet intéressant, important, peut-être un peu moins connu aussi. L'approche coaching. L'approche coaching, notamment en gestion, en leadership de gestion. Donc, comment ça peut vous servir? Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est évidemment pas de faire de vous des coachs, hein. C'est pas ça du tout notre objectif. C'est vraiment plus de vous partager des astuces. En fait, 3 réflexes, 3 astuces, comme si on pouvait transformer nos 3 réflexes qu'on a d'habitude en 3 réflexes coaching. Donc, on va vraiment aller faire ce qu'on fait d'habitude et puis, le transformer d'une autre façon pour que ce soit plus facile. Alors, sautons tout de suite au cœur de notre, de notre webinaire. Pourquoi on fait ce webinaire aujourd'hui? Premièrement, parce que quand on renforce l'autonomie des équipes, évidemment, ça va accélérer les résultats. Donc, on va voir que l'approche coaching, ça va permettre de renforcer l'autonomie des équipes et donc d'avoir des collaborateurs qui sont plus responsables. Évidemment, quand on utilise l'approche coaching, vous allez le savoir très bientôt, ce qui est important, c'est de cultiver l'écoute et l'intelligence relationnelle. Et quand on fait ça, ça permet de créer des équipes qui sont évidemment plus engagées et plus motivées. L'objectif ici, c'est de relever des défis ensemble, hein, pas en silo. Pourquoi aussi on fait ce webinaire sur l'approche coaching? Parce que quand on utilise une approche qui est bienveillante en leadership, ça va permettre aux équipes de gagner en confiance, hein. Quand je t'accompagne en tant que gestionnaire avec ma bienveillance, ça va augmenter ta confiance en toi. Ça augmente aussi la cohésion de l'équipe, puis l'autonomie encore une fois. Et finalement, vous allez le voir que quand on renforce l'approche coaching, on va miser sur la responsabilisation et ça va évidemment augmenter la qualité du travail, puis la capacité d'analyse des équipes. Donc, toutes 4 bonnes raisons pour faire ce webinaire aujourd'hui sur l'approche coaching. Donc, si vous suivez nos webinaires depuis plusieurs années, vous connaissez ce diagramme, les expectatives en leadership de gestion. Ici, on va vraiment se situer dans ce qui est plus en bas, ce que mes employés attendent de moi. Mes employés, ce qu'ils attendent de moi, c'est vraiment d'assurer leur réussite professionnelle. On le voit, c'est la 4e petite flèche en bas. Donc, assurer la réussite professionnelle, ça passe aussi par le fait de croire en l'autre. Même si des fois l'autre n'y croit pas, on va croire pour lui, on va l'amener plus loin. C'est vraiment une vision vers son futur. Donc, ici, le leadership qu'on va aller implanter, c'est un leadership plus intentionnel, plus impactant. On va vraiment être au cœur de l'humain. Comment on fait ça? On fait ça avec un très beau programme. Donc, les 3 réflexes dont je vous parlais, ça va être les 3 premiers points. Les questions, vous allez voir que même si elles sont petites, elles sont puissantes. On va aller en profondeur. On va aussi parler de tenir l'espace, hein, de comment être présent pour laisser penser l'autre, donc ce qui va évidemment permettre l'introspection. Et puis, on va parler du recadrage. Le recadrage, en des termes plus familiers, c'est comme si je changeais de lunettes, je me mettais dans les souliers de l'autre, je changeais de place, hein. Vous voyez comment on recadre ça. À la fin, on parle des pièges, risques, astuces et impacts. Et évidemment, on vous propose les prochaines formations gratuites qui arrivent au mois de mai et au mois de juin. Pour commencer tout de suite, allons au cœur du sujet avec ce qu'est l'approche coaching. L'approche coaching, puis en même temps que je vais la lire, je t'invite à ressentir les mots qui vont te parler un peu plus, hein. Si tu l'avais sous les yeux, là, qu'est-ce que tu soulignerais comme mot là-dedans? Qu'est-ce qui est particulièrement important pour toi? Donc, l'approche coaching, c'est une posture que les gestionnaires adoptent pour soutenir activement le développement des membres de leur équipe, dans la réalisation de leurs objectifs et dans la contribution à la mission de l'organisation. Fait que, tu sais, dans ce premier paragraphe-là, c'est quoi les mots qui te parlent le plus? Essentiellement, c'est la capacité d'initier une conversation informelle, spontanée, et qui va viser à faire émerger de la clarté sur un besoin, un enjeu, un défi. Et comment on le fait ça? On le fait en misant sur l'écoute et sur la réflexion partagée.
Là encore, je t'invite à souligner, puis merci pour ceux et celles qui le mettent dans le chat. C'est quoi le mot qui est le plus important pour toi, qui résonne particulièrement? Ultimement, l'approche coaching, c'est la capacité du ou de la gestionnaire à créer les conditions favorables à l'autonomie, à l'apprentissage, à la responsabilisation, en cultivant un climat de confiance qui est propice à la croissance des individus. Et là, on retrouve vraiment assurer la réussite, ce qu'on vient de voir dans le diagramme de leadership de gestion, donc la croissance des individus et de l'équipe. Et qu'effectivement, il y a des gens qui réagissent dans le chat en disant: «Ben oui, c'est plus, réflexion partagée, climat de confiance qui me parle, la bienveillance, c'est super important, l'écoute et la confiance». Exact. Et puis parce qu'une image vaut 1000 mots, en ce moment, vous êtes peut-être dans le jardinage, puis c'est vraiment ça. L'approche coaching, ça ressemble beaucoup à l'art du jardinage, hein. Quand un jardinier va prendre soin d'un jardin, il va pas forcer les plantes à pousser. De toute façon, il peut pas les forcer à pousser. Alors, il va créer les conditions idéales pour qu'elles s'épanouissent. C'est de la même façon que toi, en tant que leader gestionnaire, tu vas pas imposer tes solutions à ton employé, mais au contraire, tu vas l'aider à découvrir ses propres ressources et à grandir à son rythme. Donc, tu sais, si je poussais un peu plus loin mon analogie, on pourrait planter des graines d'idées, des questions puissantes, des prises de conscience, comme tu sais, un jardinier qui choisirait les bonnes semences là, qui vont être adaptées au sol. Puis on va nourrir le terrain, on va le nourrir tranquillement avec un espace sécurisant, bienveillant. Et surtout, on va respecter les cycles naturels. Ça va pas fleurir en une nuit ce que tu viens de planter. Ça va prendre du temps, de la patience. Ça va même parfois passer des saisons difficiles, hein. On me dit souvent qu'un arbre fleurit pas la première fois où on le met en terre. Ça se peut qu'il fleurisse juste l'année d'après. Donc, de respecter ce rythme-là. Alors, avec cette belle analogie de jardinage, je t'amène tout de suite dans le... oups, et voilà. On va réessayer notre Slido, excusez-moi, c'est pas bien long. Donc, si tu as ton cellulaire à côté de toi, je t'invite à aller scanner le code QR qui est ici et puis à commencer à regarder cette diapositive et te demander lequel de ces réflexes, toi, tu adoptes le plus souvent quand tu accompagnes un employé ou une collègue là, dans une situation difficile ou floue. Fait que prends le temps de regarder les différentes possibilités. Qu'est-ce que tu adoptes le plus souvent? Est-ce que tu suggères rapidement des solutions? Est-ce que tu comprends vite ce que l'autre aborde comme problématique? Est-ce que tu as des bonnes solutions à proposer à tes employés? Ouais. Prends le temps d'aller regarder ce que tu fais le plus souvent. Puis merci à Ali qui a mis le lien dans le chat. Donc, si jamais vous n'avez pas votre cellulaire à côté de vous, vous pouvez le faire sur l'ordinateur. Intéressant, oui. Fait qu'actuellement, ce qui remporte le plus de suffrages, c'est je prends mon temps pour bien comprendre la situation. Puis bravo, bravo, c'est un très bon réflexe que vous avez de faire ça. On va voir exactement un petit peu plus loin de quoi il s'agit. Je suis juste curieuse d'aller voir ce qui est en arrière. Mes employés ont des meilleures solutions que moi. Intéressant de ne pas avoir ce réflexe-là nécessairement. OK. On voit que le deuxième réflexe que vous avez quand même, c'est de suggérer rapidement des solutions. On va aller regarder ce que ça veut dire dans l'approche coaching. Excellent. Alors, je nous amène justement à nos réflexes. On a 3 réflexes communs et je dis «on» parce que je m'inclus dedans. C'est des réflexes humains, c'est des réflexes de gestionnaire, c'est des réflexes qu'on a. Le premier réflexe qu'on a, c'est de répondre aux questions des personnes, des collègues, des personnes qui nous entourent professionnellement et même personnellement, de répondre à leurs questions avec des solutions. On a tous tendance à faire ça, hein. Quelqu'un vient me voir en me disant: «Ben Mélanie, j'ai un problème, je ne sais pas quoi répondre à ce courriel». Pow! Tout de suite, j'arrive en mode solution. On fait tous ça. Le réflexe coaching ici, ce serait de répondre aux questions avec des questions. Puis ça, je sais que c'est vraiment pas naturel et en même temps, c'est un des premiers challenges que je vous propose aujourd'hui, c'est que lorsqu'on vous pose une question, et si vous essayiez de répondre par une question? Et vous allez voir un petit peu plus loin qu'on ne répond pas par n'importe quelle question, mais ça va permettre
vraiment d'avoir un impact beaucoup plus fort sur l'autonomisation des personnes qui vous entourent. Le deuxième réflexe commun, encore une fois, qu'on a pour beaucoup d'entre nous, c'est de prendre pour acquis qu'on sait de quoi parle l'autre personne. Alors, de ce que j'ai vu dans le sondage, c'est peut-être moins votre cas aujourd'hui parce que vous semblez plus questionner pour comprendre avant même de passer en mode solution. Et ça, c'est un excellent réflexe de coaching. Si jamais c'est moins votre force, c'est intéressant de se rappeler que on ne sait pas exactement de quoi la personne parle tant qu'on n'a pas clarifié avec elle. On va voir encore un petit peu plus tard comment clarifier. Le troisième réflexe commun qu'on a, c'est de penser que ma solution va fonctionner pour l'autre. Et là, je prends souvent la même analogie des médicaments à la pharmacie qui dit que ce médicament fonctionne pour vous, mais il ne fonctionne pas pour quelqu'un d'autre. La posologie sera différente, le dosage sera différent, il y a plein de choses qui vont être différentes. Donc, le réflexe commun, il n'est pas nécessairement justement de penser que ma solution fonctionnera pour l'autre. Le réflexe coaching, par contre, ça va être de croire que l'autre a ses propres solutions, puis est capable de les trouver et qu'elles seraient peut-être même meilleures pour lui ou pour elle. Parce que vos solutions ne fonctionnent pas nécessairement pour les autres. Donc ça, c'est les 3 réflexes communs qu'on va aller regarder sous l'approche coaching aujourd'hui. OK. Premier réflexe, êtes-vous prêts? Premier réflexe, les petites questions qui sont puissantes. Donc, dans ces questions-là, l'idée ici, c'est vraiment de se dire, on ne veut pas vous, encore une fois, faire de vous des coachs, mais ce qui est important ici, c'est que vraiment vous puissiez avoir des petits réflexes à questionner. On est ici pour questionner, pour comprendre et non pas pour convaincre. Hein, souvent, les gens disent, ah oui, je veux questionner, je vais questionner la personne comme une sorte d'interrogatoire, mais on veut vraiment questionner pour comprendre, comme si on se mettait dans une position de grande curiosité. Donc, quand vous avez des questions, là on va les voir ensemble, des questions qui vont faire vraiment toute la différence. La première chose qui est importante, c'est que ce soit des questions qui sont ouvertes. Puis question ouverte, c'est l'inverse d'une question fermée. Une question fermée, c'est oui, non. Hein, je réponds par oui ou par non. Une question ouverte, c'est une question qui va stimuler la réflexion de l'autre personne. C'est je te donne la parole, puis je veux t'entendre me dire autre chose que oui, non. Là, c'est quelque chose, c'est j'ouvre vraiment le dialogue. Donc, mon intention à ce moment-là dans la question ouverte, c'est de te comprendre, de t'écouter et de te comprendre. Donc, on est vraiment dans une grande ouverture. Rappelez-vous de votre intention, c'est curieux et comprendre. Ensuite de ça, ce qui est important, là, c'est de poser des questions qui vont être simples et concises. Je souris un peu parce que souvent, on a tendance à poser plusieurs questions à la fois. Et là, ça devient un petit peu une rafale et la personne ne sait plus exactement à quelle question répondre. Tu sais, un petit peu comme quand on pense pas tant à notre question avant de la nommer, puis on se dit et comment tu te sens avec ça? Parce que ça se peut que ce soit difficile. Alors, j'aimerais ça savoir comment tu te sens. Puis peut-être ce serait quoi les prochaines étapes? Et là, je viens de poser deux, trois questions en même temps et la personne, elle ne sait plus exactement à quoi répondre. Fait que ce qui va être très important ici, c'est de poser une question à la fois. Puis je fais une spéciale dédicace au style I du modèle disque là, de préparer votre question. Vous pourriez même la tourner 7 fois dans votre bouche avant de sortir cette question-là pour bien la formuler. Je vous donne une astuce. Moi qui ai tendance à penser en parlant, pour me ramener, je vais le nommer à la personne en disant donne-moi une minute, je veux être certaine de bien formuler ma question. À ce moment-là, ça me permet à moi de bien penser à ma question, d'avoir une formulation qui va être courte, qui ne prêtera pas à confusion ou un jargon technique que les gens ne comprendront pas. Et ça permet aussi à l'autre personne de savoir que ça s'en vient. Qu'est-ce qui s'en vient? Fait que ça, c'est important, les questions qui font la différence. Là, vous êtes en train de vous demander, OK, mais c'est quoi les questions? C'est exactement le sujet de la prochaine diapositive. Voici des bonnes questions. Si vous deviez juste retenir ça, je vous dirais de retenir qui, quoi, quand, qu'est-ce que et comment. Qui, quoi, quand, qu'est-ce que, comment. Ça, ce serait parfait à retenir. Si vous voulez aller plus loin, je vais aller mettre dans le chat le lien direct de la vidéo d'où est issu le métamodèle que je vous propose.
Puis en même temps que je lis le chat, je vais répondre parce que je viens de voir une belle question. Hmm. Euh, la question du chat, c'est est-ce que ça pourrait sembler qu'on n'est comme pas en contrôle de la situation si on dit à la personne qu'on a besoin de réfléchir? J'aime beaucoup cette idée-là, puis cette perception-là. Alors, si on annonce notre intention qui est que donne-moi une minute, je veux juste être certaine de bien la formuler pour qu'on ait le meilleur de nous-mêmes. Hein, que tu aies le meilleur de moi, puis que tu puisses me donner le meilleur de toi. Ben, généralement, l'intention, elle est claire, donc les gens vont la comprendre. Fait que annoncez tout le temps votre intention, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner aujourd'hui quand vous avez une conversation avec quelqu'un. Donc, je vous ai mis dans le chat la vidéo de laquelle est issue l'image que vous voyez ici. Je vous invite vraiment à aller la regarder, elle est très, très pertinente. Elle parle de ce qu'on appelle le métamodèle. Le métamodèle en programmation neurolinguistique, il est axé sur le fait, sur la croyance, et en fait c'est même un postulat de base, que dans nos conversations, on a trois filtres qu'on place assez souvent dans nos conversations. Le premier filtre, c'est l'omission. Le deuxième, c'est la distorsion, puis la généralisation. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est plus en détail. L'idée ici, c'est que le métamodèle, donc ces questions-là, ces types de questions-là, vont venir permettre d'enlever les filtres, d'aller creuser plus profond au-delà des filtres. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est de ne pas interpréter, de rester dans la perception, mais au contraire de questionner pour comprendre et pour clarifier. Je vous parle des trois filtres tout de suite. Premier filtre, je vous l'ai nommé, c'est l'omission. Omission, c'est quand on oublie quelque chose. Donc souvent, dans les conversations, il y a des éléments qu'on va oublier de nommer. Soit parce qu'on prend pour acquis que la personne va le savoir, soit on n'est pas assez clair, on ne va pas assez profondément. La phrase que j'aime beaucoup nommer, c'est quand quelqu'un arrive et dit « Ah, je suis fâché ». Ok, je suis fâché, il manque beaucoup d'informations là-dedans. Je suis fâché contre qui, contre quoi, depuis quand, à quel niveau. Il manque beaucoup d'informations. Donc vous voyez comment il va falloir clarifier des informations comme ça. Ou quelqu'un qui arrive dans votre bureau puis qui dit « Moi, je suis perdu, je sais plus quoi faire. » Ok, tu es perdu à propos de quoi? Tu sais plus quoi faire, dans quel domaine? Il y a plein d'omissions. Donc ça, on va voir les questions pour aller faire émerger ça. La deuxième chose qui est un filtre, c'est les généralisations. Les généralisations, vous les connaissez certainement. C'est le tout, le jamais, le nulle part, le tout le monde, le partout, tous ces mots-là, le tout, qui fait qu'on va généraliser d'une situation, on va l'étendre à l'entièreté. Donc, quelqu'un qui arrive qui dit, moi, je fais toujours une erreur dans les rapports. Toujours? Je suis jamais fatiguée les vendredis. Jamais. Donc, il y a plein de petits mots comme ça qui se glissent un peu partout. Vous allez voir que l'idée ici, c'est d'aller chercher l'exception pour la défaire. Finalement, le troisième filtre, c'est la distorsion. Distorsion, c'est quand je fais un peu une cause-conséquence qui n'est pas réelle. Donc, quelqu'un qui dirait, mon patron me dit pas bonjour, puis c'est parce qu'il m'aime pas. Donc ça, il y a vraiment une distorsion ici. Les questions que je vous propose de voir sont les suivantes. Vous reconnaissez le qui, quoi dont on a parlé. De qui parles-tu? De quoi parles-tu? Le comment qui est très important là. Comment sais-tu cela? Qui dit cela? Hein, quand les gens disent « Ah, dans la vie, il faut se lever tôt. » Qui a dit ça? Comment ça se passe? Toute la généralisation, hein? Fait que là, on va aller chercher tout ce qui est l'exception. Il n'y en aurait pas une qui serait différente? Comment fait-il cela? Quand quelqu'un dit « Ah, il me met en colère. » OK, comment il fait pour te mettre en colère? Mieux que qui? Ça, c'est ma petite phrase préférée, là. Mieux que qui, mieux que quoi, mieux que quand? Quand quelqu'un dit « Ah, moi, j'aimerais ça une équipe qui communique mieux. » OK, mieux que qui, mieux que quoi, mieux que quand? C'est important d'aller clarifier, c'est quoi une équipe qui communique mieux? Contre qui, contre quoi? On l'a vu avec l'exemple de « je suis fâché ». Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que se passerait-il si, ça c'est pour les gens qui disent souvent, ah ben il faut rendre ce projet avant telle date, je suis stressée. OK, qu'est-ce qui se passerait si tu le rendais une journée après? Juste d'aller dans la visualisation.
Donc voici les questions et puis les filtres. Et Hali, elle a mis dans le chat un petit PDF qu'on a réalisé pour vous ramener sur les filtres de la conversation et les questions qu'on peut poser. Et on remet également les 3 types de questions qu'on va voir à l'instant. Dans une rencontre, vous avez 3 moments clés quand vous rencontrez quelqu'un. Le premier, c'est le moment de clarté. Le deuxième, c'est le moment solution. Puis le troisième, c'est le moment d'engagement. Pour chacun de ces moments-là, il y a des questions particulières que vous pouvez utiliser. Donc, pour le premier moment de clarté, ça va vraiment être de poser des questions pour mieux comprendre, rien prendre pour acquis. Et là, c'est mon autre challenge pour vous aujourd'hui. Essayez dans votre prochaine conversation, puis je vais vous assurer que ça ne va pas être facile, mais que vous êtes capable. Assurez-vous dans votre prochaine conversation de rester au moins 3 à 4 minutes dans les questions de clarté. Ça peut vous sembler très court, 3 à 4 minutes, mais je peux vous assurer que naturellement, l'humain saute directement dans la solution. Donc, question de clarté, c'est quoi le défi pour toi exactement? Qu'est-ce qui te préoccupe au juste? Quel exemple peux-tu me donner? Comment tu résumerais tout ceci en 10 mots, par exemple? Donc ça, c'est des questions de clarté pour, encore une fois, je veux comprendre de quoi on parle, je veux comprendre c'est quoi le problème clairement. Et je vais vous dire que juste ça, ça permet des fois à l'employé ou à votre collègue d'avoir un petit moment de clarté. Moi, je sais que c'était particulièrement ça quand je venais expliquer mon problème de mathématiques à ma mère, puis je disais, je comprends rien à ce problème de mathématiques. Maman, attends, il faut que je t'explique comme ça, c'est ça que je comprends pas. Et au moment où je lui expliquais, je m'apercevais que ça devenait limpide. Et ma mère était rassurée parce qu'elle n'y arrivait pas du tout en mathématiques. Donc, elle n'avait pas du tout besoin de m'aider à ce moment-là, mais juste de m'entendre l'expliquer, ça clarifiait. Le deuxième moment qu'on a dans une rencontre, c'est le moment des solutions. Alors, je vous ai dit qu'on ne rentrait pas dans les solutions, mais par contre, votre job, ma job, ça va être de faire émerger les solutions de l'autre personne. Donc, pour ça, on va aller lui poser des questions. On peut lui demander, c'est quoi les solutions que tu as déjà en tête? Et là, vous voyez bien comment il y a un présupposé qui fait qu'on suppose qu'elle a déjà une solution en tête. Ça, c'est excellent pour l'estime, pour la confiance de la personne à qui vous parlez. Si vous lui dites, as-tu pensé à quelque chose? On est dans du question fermée, oui, non. Puis généralement, quand vous posez une question à fermer, les gens vont répondre non. As-tu pensé à quelque chose? Ben non, je viens de voir, fait que non. Mais si je lui demande, quelle solution tu as déjà en tête? Je suis en train de montrer que je crois en cette personne et que je crois qu'elle pourrait avoir des solutions valides. Donc là, vous êtes en train de booster l'estime, la confiance de la personne. Fait que ça, utilisez à profusion cette question-là. Comment pensais-tu t'y prendre? Qu'est-ce qui te permettrait de réussir à... Puis là, vous pouvez nommer le problème. Et et là, c'est intéressant, c'est comme si vous vous dissociez, si vous aidiez la personne à prendre du recul. Si ce n'était pas à toi que ça arriverait, qu'est-ce que tu suggérerais à l'autre personne de faire dans la même situation? Ça semble être une question assez banale, mais juste le fait de se dissocier, de prendre ce recul-là, ça a un gros impact chez les gens. Les gens ont tendance à avoir beaucoup plus de facilité à conseiller quelqu'un qu'à se mettre eux-mêmes dans cette position-là. Donc, vous ne sous-estimez pas cette dernière question-là sur les solutions. Elle est vraiment, puis je pourrais vous challenger en vous disant de l'essayer, elle est vraiment très, très pertinente. Elle est puissante, là, ça fonctionne super bien. À la fin de votre conversation, le réflexe souvent, là, c'est de dire, ben, OK, je pense que tu sais ce que tu as à faire. Oui, OK, parfait. Et on se quitte là-dessus. Prenez le temps de poser cette question-là. OK, à la lumière de tout ce qu'on vient de discuter là, c'est quoi ta prochaine étape? C'est quoi ta prochaine étape à toi? Ou comment tu vois la suite des choses? Ou même, quand est-ce que ce serait un bon temps pour toi de me faire part de la suite du projet ou etc. Donc là, à ce moment-là, vous voyez bien comment on est en train d'engager l'autre personne. C'est pas vous qui êtes en train de prendre des notes, c'est l'autre qui prend des notes et qui se responsabilise. Elle est même en train de clarifier parce qu'elle va renommer ce qu'elle a gardé en tête. C'est un autre moment de clarté ici, hein. Donc, elle s'engage et vous engagez dans la clarté.
Donc ça, c'est les 3 types de questions pour les 3 moments dans une conversation, que ce soit avec, avec un collègue, avec, une employée, un employé. Je continue avec cette, très belle citation d'Alain Cardon, qui est un maître coach. Remplacer le mot coach par, leader gestionnaire, puis le mot client par employé ou collègue. Quand le coach pose une question et que le client répond immédiatement, sans prendre le temps du silence, ce n'est pas une vraie question de coaching, c'est juste une demande d'information. Alain Cardon, il a écrit un livre sur le silence en coaching. Puis c'est là où je vous amène pour le deuxième réflexe, c'est la puissance du silence. Donc, réflexe numéro 2, tenir l'espace pour laisser penser. En gros, ce qu'on veut dire ici, c'est d'être pleinement présent dans la conversation, mais pleinement présent, ça ne veut pas nécessairement dire parler. Ça peut vouloir dire aussi écouter et puis observer et être engagé physiquement. Donc, on le sait que le réflexe ici, souvent, c'est il y a un moment de silence, j'embarque et je vais parler. Je vous parle tout de suite de l'écoute active. Vous connaissez assez bien l'écoute active généralement parce que vous reformulez bien. Avant de reformuler, un des réflexes que vous devriez avoir, c'est le silence. Puis, petite anecdote personnelle, quand je suivais mes cours en coaching, on est supervisé par un maître coach, par aussi nos collègues, et ensuite on a des feedbacks sur plusieurs coachings. Et on nous avait évidemment parlé du silence. Je ne suis pas très confortable avec les silences dans la vie, moi. Et j'ai décidé de l'essayer. J'avais quelqu'un qui parlait énormément en face de moi et à un moment donné, elle s'est arrêtée, elle avait besoin de penser. J'ai eu juste l'envie de lui reposer une autre question, mais là, je me suis dit non, on va essayer le silence. Et là, imaginez que je suis quand même vue par 4 ou 5 personnes, dont mon directeur d'école de coaching. Et je sens ce silence-là qui est lourd et en même temps qui est beau parce que la personne est en train de réfléchir, elle est vraiment tombée à l'intérieur d'elle-même. Croyez-le ou non, ce silence va durer 1 minute 30. Là. C'est long, 1 minute 30, un silence. Là. Et après ça, il est sorti quelque chose de fouf, waouh! Parce que la personne, elle a eu le temps d'aller plus profondément. Et moi, ça m'a appris à être moins inconfortable aussi avec le silence. Fait que tout ça pour dire que quand vous vous taisez, vous êtes en train de communiquer. Vous êtes en train de communiquer à l'autre que je te laisse le temps pour te créer ton espace mental, pour réfléchir. Je te laisse le temps pour déposer la question, puis aller chercher d'autres choses à l'intérieur de toi. Quand je me tais, c'est aussi que je suis en train de créer un espace de confiance pour l'autre. Je suis en train de dire à l'autre, prends le temps, je te fais confiance, tu vas trouver la solution et je vais être là. Donc, vous permettez vraiment à l'autre de structurer sa réflexion, d'ordonner ses idées et puis il n'y a pas de pression parce qu'il sait que quand il va se taire, vous n'êtes pas en train d'arriver avec autre chose. Donc, le silence, pouvoir merveilleux du silence, utilisez-le. Vous allez voir que quand vous posez une question et que vous vous taisez après, il y a quelque chose qui se passe qui est merveilleux. Donc, écoute active, c'est le silence, mais c'est aussi la reformulation. J'irai moins là-dedans parce que vous le faites naturellement, mais quand même, la reformulation, c'est tout ce qui est paraphrasé. Puis j'ai mis entre parenthèses et résumé, parce que souvent, il y a des gens qui paraphrasent, mais qui vont faire aussi long que la réponse qu'on a eue. C'est important de vraiment résumer ça. Vous connaissez la phrase parfaitement de l'écoute active, c'est si je comprends bien, blablabla, bla, 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 et là, vous reformulez très, très court ce que vous avez entendu. Et à ce moment-là, il faut vraiment faire preuve d'ouverture. Parce que ça se peut que vous n'ayez pas bien compris. Ça se peut que la personne dit non, c'est pas tout à fait ça. Oh, excellent. Alors, de quelle façon, et là on repart avec une question, de quelle façon je pourrais mieux le comprendre? De quelle façon tu pourrais me le présenter alors, encore une fois, vous ne posez pas 25 questions à la fois, juste une, mais ça va être vraiment important de faire preuve de grande ouverture puis d'humilité quand vous reformulez. Parce que ça se peut que vous n'ayez pas compris ce que la personne voulait dire. Quand vous reformulez et que vous avez compris, ou au moins que vous avez fait l'effort de comprendre ce que vous étiez en mesure de comprendre, la personne,
elle va se sentir comme si elle était comprise, comme si elle était vue, comme si elle était validée. Et ça, c'est énorme pour le lien de confiance quand vous êtes dans une conversation. Donc, silence, reformulation, ça c'est pour la part de l'écoute active. La deuxième partie pour être plus dans tenir l'espace, c'est la présence. La présence, c'est un bien grand mot, tu sais, être dans le moment présent, ce genre de choses, mais comment on fait plus clairement? La présence, c'est à la fois le non-verbal de l'autre, c'est-à-dire, tu sais, en PNL, on va souvent, ou en coaching, on va souvent parler de calibrer l'autre. C'est-à-dire, je vais être attentif aux signaux qu'il m'envoie. Donc, au niveau du non-verbal, par exemple, il y en a plein, hein, mais le ton de la voix. Ça se peut que je dise quelque chose en disant non, non, je suis pas fâchée. Mes mots disent je suis pas fâchée, mais ma voix dit je suis fâchée. Donc, le ton de la voix va parler beaucoup plus que le contenu, que les mots. Donc ça va être vraiment vous en dire long sur la façon dont l'autre se sent. Vous pourriez aussi être attentif à la respiration. C'est peut-être quand vous parlez à quelqu'un qui respire calmement, profondément, mais qui à un moment donné, il prend un beau soupir là. Qu'est-ce qu'il veut dire ce soupir-là? Ou au contraire, si vous voyez qu'il commence à s'accélérer dans sa respiration, ou quand il vous parle, il respire pas. Qu'est-ce que ça nous indique, ça? Fait que sans aller exactement décider, oh, s'il respire en surface, c'est parce qu'il est fâché. C'est juste de noter les changements. Faites juste noter les changements. Oh, c'est intéressant, quand j'ai abordé ça, j'ai vu qu'il y avait eu un changement dans sa respiration. Fait que ça, c'est intéressant. Puis, une autre chose peut-être aussi que vous pourriez observer, c'est tout ce qui est en lien avec l'énergie de la personne. Hein, est-ce qu'elle a une énergie plus calme? Est-ce qu'elle est plus en retrait? Est-ce qu'au contraire, elle est plus impliquée? Est-ce qu'elle est plus agitée? Comment est son énergie? Fait que ce qui va être important, c'est d'être attentif au non-verbal de l'autre. Et aussi, de faire attention et d'avoir un non-verbal, le vôtre, là, qui va être totalement adapté. Donc, votre non-verbal, par exemple, pourrait passer par le regard. Quand on a une conversation, si je regarde ailleurs pendant que la personne est en train de me parler, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Puis là, je fais vraiment attention à ce que je dis parce que dans certaines cultures, regarder dans les yeux, c'est un affront. Dans la culture canadienne, regarder dans les yeux, c'est un intérêt. Donc, c'est intéressant de vous dire, OK, selon où je suis, je vais avoir un regard adapté qui va être curieux et bienveillant. Ma posture, elle pourrait aussi être semblable à l'autre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais souvent, quand on adopte la même posture que l'autre, il y a un lien de confiance qui se crée. Puis ça, c'est un petit exercice que vous pourriez essayer ce soir à la maison ou plus tard, là, sans mimer. On ne veut pas singer l'autre, on ne veut pas le mimer, mais simplement, tu sais, des fois, il y a des gens qui sont comme ça, là, quand ils discutent. Ben, posez votre main à côté de votre cou, de votre bouche, assez proche, là. Puis à un moment donné, retirez-la et faites un autre geste. Si l'autre personne vous suit, c'est que le lien de confiance dans la conversation est bâti. Fait que faites juste l'essai de voir si vous faites un geste et si l'autre vous suit. Alors, il ne faut pas que ce soit gros, il faut vraiment la subtilité, là. Essayez-le avec des petites conversations banales au début. Je trouve que c'est toujours intéressant. Essayez de rentrer dans la même posture que l'autre et d'en ressortir pour voir s'il vous accompagne. Ça peut vraiment vous aider, notamment au niveau de l'énergie, hein. Si quelqu'un a une énergie un petit peu plus débordante et que vous voulez le ramener un peu plus au calme, ben, allez vers lui avec son non-verbal et tranquillement ramenez-le vers quelque chose de plus calme. Finalement, dans votre non-verbal, allez préférer toujours une micro-expression de visage plutôt que des mots. Hein, quand je dis à l'autre, ah oui, je te comprends, je suis en train de lui couper la parole. Alors qu'un hochement de tête, un sourire, un changement de position, quelque chose qui pourrait faire comprendre à l'autre que oui, ok, vous avez compris, vous le suivez, vous l'encouragez. Donc ça, c'est vraiment être pleinement présent. Donc l'écoute active, la présence, ça va permettre à l'autre d'avoir l'espace pour respirer, pour parler, pour réfléchir, pour aller chercher plus creux
à l'intérieur. Finalement, le troisième réflexe, le recadrage. Le recadrage, qu'est-ce que c'est? C'est changer de perspective. Je prends souvent cette analogie de la bougie, de la chandelle. On pourrait imaginer que cette bougie-là, je la regarde comme ça. Puis quand je la regarde comme ça, ben pour moi, je vois pas la mèche parce que il y a de la cire qui est tout autour. Je vois juste un côté, je vois pas l'autre côté. Je vois, c'est ça, de la cire qui est vraiment autour. Mais si je la regarde d'en haut, oh, là, je vais voir la mèche. Je vais voir peut-être des petits dépôts dans la cire. Je vais voir l'entièreté du rond. Je vais voir que finalement, c'est rond en haut. Et pourtant, c'est toujours la même bougie. C'est simplement que je la regarde sous un angle différent. C'est la même chose avec des situations. On dit souvent se mettre dans les souliers de l'autre, changer ses lunettes. C'est des très belles analogies. Je vais même vous dire, c'est vraiment anecdotique, mais ça fonctionne super bien. Si vous avez un problème, que vous êtes bloqué, changez de place. Regardez-le sous un autre angle. Même si c'est abstrait, changez de place. Dites-vous, OK, si je le regarde sous cet angle-là, qu'est-ce que ça donne? Si je le regarde sous cet angle-là, qu'est-ce que ça donne? Ça fonctionne. Alors, je vous présente aujourd'hui deux façons de recadrer. La première chose, c'est recadrer le contexte. Recadrer le contexte, ça va permettre de déconstruire le sens qu'on a donné à quelque chose, hein, que ce soit un événement, que ce soit une situation, un comportement. On va aller déconstruire ce qu'on a donné en lui proposant un autre angle de vue. Donc, on va clairement passer d'une vision limitante à une vision ressource, une vision motivante. Exemple, quelqu'un qui arrive dans votre bureau puis qui dit: «Ah, je suis perdu dans le projet ABC, je me sens sans repère.» OK, t'es perdu. Là, je vous ai mis au défi, là. Restez 3 minutes dans vos questions de clarté. Plongez pas tout de suite dans les solutions. Fait que là, vous allez clarifier pendant 3 minutes de quel projet tu parles. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être perdu? Hein, on va aller clarifier ça. Ensuite de ça, vous allez pouvoir utiliser les 4 points suivants. Premièrement, identifier ce qui bloque et comment la personne se sent. Je l'ai écrit au jeu parce que ça fonctionne très bien pour vous aussi. Donc, s'il y a quelque chose qui bloque, par exemple, je suis perdue dans ce projet, je me sens, je me sens sans repère, je me sens dans le brouillard, je me sens, puis nommez-les, ok? Ça va vous aider pour la prochaine étape. La deuxième étape, c'est à quel autre moment dans le passé je me suis déjà sentie comme ça? En d'autres mots, à quel moment dans le passé j'étais perdue, sans repère, dans le brouillard, que ce soit professionnellement ou personnellement, hein, c'est pas grave si c'est dans votre vie personnelle que vous allez chercher ça. Mais allez chercher une autre situation. Une fois que vous l'avez, posez-vous la question. Qu'est-ce que j'ai fait pour solutionner cette autre situation? Ah oui, je me souviens, j'avais fait un plan, j'avais posé des questions, j'avais fait ça, j'avais fait ci. Dernière question. Comment tout ce que tu avais fait avant pourrait s'appliquer aujourd'hui? Ah ben, c'est vrai que voyant les choses comme ça, maintenant, bon, j'ai pas besoin de faire ci et ça, mais je pourrais poser des questions puis faire un plan. Vous voyez comment, on appelle ça le transfert de ressources en coaching, comment je vais aller chercher dans mes expériences passées, que ce soit les miennes ou des fois celles d'un autre collègue, hein. Je vais aller chercher les ressources puis je vais aller les déposer dans quelque chose de différent qui me bloque aujourd'hui, mais qui pourrait être un peu semblable dans le blocage. Donc vraiment, transfert de ressources. Je donne souvent l'anecdote de la personne qui pourrait être moi. Je suis pas très organisée à la maison, dans le ménage, etc. Mais au bureau, je suis bien organisée. Bon, mais comment je pourrais saupoudrer un peu d'organisation de bureau dans mon ménage à la maison? Hein, qu'est-ce qui fait que je suis un peu plus organisée ici et que je pourrais le saupoudrer ici? Fait que, amusez-vous à vous dire, OK, c'est quoi mes défis que je vis présentement, si c'est pour moi, et pareil pour l'autre personne, c'est quoi les défis que tu vis présentement? Puis, à quel moment tu as déjà vécu ça? Fait que ça, c'est vraiment intéressant d'aller utiliser ce recadrage-là. Deuxième type de recadrage, un de mes préférés, si j'ai le droit d'en avoir un chouchou, c'est le recadrage de l'intention. L'intention, ici, on va même parler de l'intention positive. Ça, c'est une donnée fondamentale en coaching et même en PNL, c'est que tout comportement
a une fonction, a un sens. Il y a une raison pour laquelle on adopte un certain comportement. C'est pas pour embêter le monde que j'adopte un comportement, c'est pour répondre à un besoin. La plupart du temps, c'est un besoin qui est inconscient, c'est là où c'est un peu problématique. Mais quand c'est un besoin conscient, on commence à le connaître, on appelle ça des patterns, mais les besoins qui sont inconscients, ça c'est plus difficile à les regarder, mais c'est important d'aller plus profondément pour les trouver. Quand vous changez de regard sur un comportement, par exemple, quelqu'un vous dit, elle arrive souvent en retard, une employée qui arrive souvent en retard. Dans votre tête, vous pourriez vous dire, elle manque de professionnalisme, là. Mais si vous vous ramenez au fait que chaque comportement a un sens, il y a une raison pour laquelle cette personne arrive en retard et qui plus est, une bonne raison. Alors évidemment, vous allez aller lui demander, hein, j'ai noté que tu arrivais en retard à telle et telle réunion. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui fait que tu arrives en retard. À ce moment-là, ce qui est important, c'est d'aller identifier le besoin en arrière. Donc la première étape qu'on fait, c'est qu'on identifie le comportement négatif, j'arrive en retard. Et la deuxième chose, c'est qu'on va se demander, c'est quoi le besoin qui se cache derrière ce comportement? J'ai besoin de quoi? Je vous donne un peu la réponse à l'exemple que je viens de vous donner. C'est vraiment arrivé une employée qui arrivait constamment en retard aux réunions. Et puis, à un moment donné, j'ai eu la discussion franche avec elle pour dire, qu'est-ce qui fait que tu arrives en retard? Elle me dit, ben moi, j'ai besoin d'avoir des réunions efficaces. Puis j'ai remarqué que les réunions commençaient toujours 15 minutes en retard parce que les 15 premières minutes, c'est on papote, on raconte des choses sur notre vie, mais on ne plonge pas vraiment au cœur de notre ordre du jour. Alors moi, j'ai pas besoin de ces 15 minutes-là, je peux faire plein d'autres choses et moi, j'arrive vraiment au début de la réunion de l'ordre du jour. Là, je vous avoue que j'étais comme, oh wow, c'était quoi le besoin qui se cachait derrière son comportement? Elle avait besoin d'efficacité, elle avait besoin d'efficience. Est-ce que ça, c'est négatif? Non, c'est très positif. Donc l'intention positive ici, c'est j'ai besoin d'efficacité. Le comportement négatif, c'est ben, j'arrive en retard. Donc, je peux vous assurer, puis là je vais faire une grande généralisation et je l'assume complètement, que derrière chaque comportement négatif se cache un besoin. C'est à vous d'aller le chercher. C'est à vous de soit le demander, soit d'identifier. Puis, vous pourriez même aller un petit peu plus loin. Puis si jamais c'est plus difficile pour vous d'aller le trouver, de vous dire, OK, je vais porter mes lunettes roses, là. Tu sais, mes lunettes qui font que je vois le monde tout plus positif, plus calinours, hein. Allons-y. Je suis très optimiste quand je porte mes lunettes roses, là. Si je les porte, mes lunettes roses, pendant 2 minutes, puis que je regarde la situation de cette personne qui arrive constamment en retard, c'est quoi l'explication qui est bonne, qui pourrait justifier ce comportement? Et puis, il y a des fois plein de possibilités, hein. Il n'y a pas juste une bonne réponse. Donc ça, c'est vraiment de recadrer l'intention. Ça fait beaucoup de bien à soi. Puis ça fait du bien aussi, par exemple, pour des fois quand vous avez un conflit entre deux collègues, hein, ou deux employés, de lui dire, ben, OK, c'est quoi le besoin, tu penses, de cette personne? Ou c'est quoi son intention positive en arrière de ce comportement-là? Question pour vous. Sachant que la prochaine étape après ce webinaire, c'est de ne pas solutionner pour les autres, hein. Vous êtes en train de vous alléger la tâche aujourd'hui. C'est quoi le comportement que tu veux pratiquer le plus souvent? Est-ce que tu veux questionner pour comprendre? Est-ce que tu vas apprendre plus souvent à te taire, à reformuler ou à recadrer? Alors, qu'est-ce que tu vas faire le plus souvent? Oui, OK, intéressant. Questionner pour comprendre arrive en tête pour le moment. Je vous laisse répondre à ça. Hmm. Je trouve ça intéressant parce que si vous vous souvenez bien, quand je vous ai demandé c'est quoi les réflexes que vous aviez le plus souvent avec vos employés, vous avez dit, ah, moi je questionne pour comprendre.
Puis là, c'est encore ça que vous voulez pratiquer le plus. Alors là, j'imagine que vous avez peut-être découvert des nouveaux outils, mais c'est génial, effectivement. Faites questionner pour comprendre, questionner avec curiosité, avec intérêt, avec bienveillance. Et puis bon, là, on arrive à une merveilleuse égalité avec le recadrage. Vous allez voir, le recadrage, c'est un outil vraiment exceptionnel pour soi, pour les autres. Ça aide énormément dans la vie à voir les choses sous un autre angle. Pièges, risques, astuces et impact. Je vous amène ici trois derniers pièges pour terminer ici. Premier piège, poser des questions trop vagues. On l'a dit tantôt, si vos questions sont trop vagues, les réponses vont être superficielles ou au contraire, ils vont répondre très rapidement et ça voudra dire qu'il n'y aura pas eu d'introspection. Donc, essayez de préparer des questions relativement ciblées. Je vous en livre deux que j'aime beaucoup parce que ce qui est génial, c'est que si vous préparez vos questions et que c'est un petit peu toujours les mêmes, les gens vont prendre l'habitude d'y répondre avant même de venir vous voir. Euh, une de mes clientes me disait, ben oui, les gens viennent toujours me voir dans mon bureau et elle dit, j'aimerais ça qu'ils y viennent un peu moins. Et je lui dis, c'est quoi la question que tu poses le plus souvent aux personnes qui viennent te voir dans le bureau? Elle dit, ben, je veux savoir c'est quoi l'impact de ce qu'ils me proposent sur les autres équipes. Alors, ce qu'on a décidé, c'est qu'elle allait poser cette question à tout le monde en leur disant, avant de venir dans mon bureau, vous devez avoir répondu, c'est là l'astuce, à cette question-là. Ce que je vais aller proposer à ma superviseure, ça a quel impact sur les autres équipes? Et qu'à ce moment-là, ça gagne du temps à la superviseure que je coach et ça favorise aussi les prises de conscience profondes. Les personnes vont vraiment se poser la question avant d'aller voir l'autre. Ça, c'est le piège numéro un. Piège numéro 2, remplir le vide verbal par des conseils. Donc, quand vous mettez toutes sortes de conseils dans du silence, à ce moment-là, vous étouffez complètement la créativité de l'employé et puis vous renforcez la dépendance, hein, puisque à chaque fois que la personne dit je sais pas, vous dites moi je sais, et vous en mettez. L'astuce, utilisez le silence comme outil. Amusez-vous. Hein, je vous ai challengé beaucoup pendant cette heure-là. Je vous challenge encore. Amusez-vous à utiliser le silence, là. Enlevez quelques mots, puis hochez de la tête, faites un petit sourire. Amusez-vous avec votre non-verbal. À ce moment-là, ça va permettre à l'employé de trouver ses propres solutions. Et évidemment, ça va renforcer son autonomie. Et ça vous fait gagner du temps. Piège numéro 3, proposer un recadrage qui serait maladroit. Il y a des gens qui disent souvent oh, ben, c'est pas si pire ou à ce moment-là, la personne, elle n'est vraiment pas entendue. Hein. Donc, vous risquez de perdre votre crédibilité de personne confiante. Donc, c'est important de poser tout de suite une question de recadrage au lieu de proposer vous-même le recadrage. De dire, OK, je comprends que ça va mal pour toi parce que c'est ce que tu viens de me dire. Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre dans cette situation? Donc, vous voyez comment, en ce moment-là, je ne suis pas en train de nier que ça ne va pas bien. Je suis en train de lui permettre de revoir les choses sous un autre angle en disant, OK, je trouvais que ça allait moins, que ça allait pas bien, ça continue de pas bien aller, mais qu'est-ce que je suis en train d'apprendre en ce moment qui va me servir pour la prochaine page de mon livre professionnel? Donc, ça, c'est les trois pièges. Donc, trois réflexes coaching aujourd'hui. euh, Trois pièges à passer par-dessus un outil que Ali vous a proposé et qui sera dans notre blog sur le site de Disquitus. Prochaine formation à l'horaire, le mardi 20 mai, on parle de l'impact de ton style de leadership sur tes employés et tes collègues. Et puis, on parle des réunions qu'on aime, trois types de rencontres qui cultivent la collaboration. Oui, il y a des réunions qu'on peut aimer. Ça, je sais que c'est toujours la grande surprise, mais ça, c'est un des sujets qui est le plus wow en formation. Les gens se disent, oh oui, on peut aimer venir à des formations. Ben oui, absolument. Alors, pour rien manquer, et si jamais tu as envie de revoir les anciens enregistrements des webinaires, abonne-toi, pardon, à notre infolettre. Elle sort à chaque semaine pour l'ensemble de Disquitus, donc que ce soit pour le côté gouvernance ou santé et performance organisationnelle. Donc, tu peux t'abonner à l'infolettre. Le lien est aussi dans le chat si tu n'as pas le temps de scanner ton code QR. Et puis, si tu as besoin de parler de tes défis, d'une situation, de pratiquer quelque chose que tu as vu aujourd'hui, tu peux fixer une rencontre avec l'un d'entre nous. Ça va nous faire plaisir de jaser d'approche coaching et de plein d'autres choses aussi.
Alors, merci d'avoir été là. On se revoit le 20 du mois de mai. Et puis, je te souhaite des beaux défis d'approche coaching. À bientôt.